Another example regarding dwarfism on the islands, there could be another origin. Imagine you're in a small boat and you're a quarter mile or a mile offshore and you're seeing elephants on the shore. And of course, you think in terms of elephants being, 16 feet at the top of the head. And then some man walks down and he's like twice the size of the elephant. Well, then you think, okay, giant, right? So it could just be a scale thing at the same time. No, actually, I believe it's a skull. Hole in the skull. C'est sûr qu'on est grand par rapport à quelqu'un qui est plus petit. Hein. Il y a aussi une grande notion de relativité dans la taille. On est géant par rapport à quelqu'un de plus petit et réciproquement. Alors, sur les îles, les éléphants étaient nains et les souris étaient géantes. Par exemple, sur ces îles de Méditerranée. C'est assez intéressant au point de vue zoologique. On appelle ça le syndrome de l'insularité. Oui, donc le géant est toujours un géant par rapport à un autre. C'est surtout ça qui fait cette différence. Je rappelle donc Goliath qui était considéré comme un géant. Si à l'époque on faisait juste 1m40 et que lui il faisait juste 1m85 ou 86, qui est un classique tous les jours, mais enfin on en croise, tout de suite il pourrait avoir l'air d'un géant. Cette différence de taille, dans vos univers respectifs, quand vous écrivez des romans, vous en êtes servi pour impressionner, pour donner une puissance. Est-ce qu'aujourd'hui encore, la taille compte? Je ne parlerai que de littérature. Je veux bien parler. Moi, je suis pas du tout compétent en science-fiction. Moi, je vous parlais en science, pas fiction, même s'il y a plein de questions et beaucoup plus d'interrogations que de réponses. Si je reprends nos mammifères, à la fin des glaciations, sur notre petite planète, il y avait un ensemble d'animaux qu'on appelle globalement la mégafaune. Et nos éléphants, nos rhinocéros, nos hippopotames sont les derniers représentants à cette échelle. Les animaux qui font plus d'une tonne, mammifères, c'était pas fréquent. C'est assez encombrant, on est d'accord. Il leur faut pas mal de nourriture pour qu'ils puissent survivre. Et au fur et à mesure que les glaciations se régressent, que l'humain, Homo sapiens, réavance dans des territoires qu'il avait dû quitter à cause des conditions trop difficiles, cette mégafaune disparaît. Et donc notre petit humain, qui est un peu un nain par rapport à ses grands, quand il arrive, les grands disparaissent. Et il y a une grande discussion actuelle parmi les paléontologistes pour savoir si c'est juste une coïncidence, c'est pas de chance. Au moment où on arrive, les grands s'en vont. Ou bien est-ce que c'est nous, avec nos petits outils, notre petite lance, notre petit cerveau, ou notre gros cerveau par rapport à notre corps, en fait, qui explique la disparition de ces grandes espèces. Et malheureusement, le processus continue. Et quelque part, il y a aussi le mythe de la personne qui est plus fière d'avoir cassé la figure à quelqu'un de plus grand que lui que plus petit que lui. Au début, on avait des lances, on avait des saguets, on avait des propulseurs, des instruments assez primitifs. Et tuer un mammouth avec ça, c'était pas évident. Et il y en a qui ont réussi. Maintenant, on a à peu près la même façon de faire, sauf qu'on a des kalachnikovs. Et c'est sans doute moins glorieux. Mais les grandes espèces, pour plein de raisons, et pas que des raisons évolutives, sont en train de disparaître. Et nous sommes en train de créer le mythe des géants, parce que bientôt, ils ne resteront plus que dans nos souvenirs. Et dans 2 générations, peut-être certains ne pourront plus les voir en vrai. Oui, il y a aussi une façon de craindre ce qui est plus grand que nous, et donc de vouloir le détruire. Est-ce que c'est pas aussi une façon de voir le mythe, de le rendre... Parce qu'en général, dans la plupart de la mythologie, le géant est quand même pas un bon géant. Voilà, on n'est pas dans le mythe du bon géant, dans la plupart de la littérature. On est quand même plutôt dans... Goliath, c'était quand même pas un gars sympa, le Cyclope non plus. Est-ce que c'était pas aussi une façon de le rendre mauvais pour dire que de pouvoir l'exterminer ensuite? Mes robots géants, ils ont des pilotes. Hein? Et comme la NRA dit aux États-Unis, les robots géants ne tuent pas, ce sont les pilotes qui tuent. Et il y en a des plus gentils que d'autres. Mais oui, il y a une tendance à voir tout ce qui est grand de façon menaçante. Ce qui m'intéressait un peu, et je reviens toujours à Goldorak, c'était d'en avoir un qui était gentil et qui était de notre côté. Qui pouvait nous défendre justement contre les méchants géants qui allaient venir nous voir. Et ce gentil géant qui reste toujours quand même un peu mystérieux, je trouvais ça intéressant comme personnage à explorer.
Alors même s'ils sont gentils, à la base, l'origine de ces géants, on va pas trop en parler, mais elle n'est pas forcément, enfin ça reste une arme, hein, comme ce sont des armes, donc dans votre univers, même si le géant n'est qu'une arme, ça reste une arme, et une arme en général, c'est rarement fait pour le bien. En général. Le robot géant comme invention est à peu près la chose la plus inutile au monde. Ça peut pas aller nulle part, ça tomberait n'importe où, ça prend un sol solide pour soutenir des choses c'est à peu près la chose la moins pratique qu'on peut inventer. La seule utilité réelle qu'on pourrait y voir, ce serait d'impressionner quelqu'un pour justement ne pas avoir à s'en servir parce que ça fonctionne pas un robot géant. Et c'est pareil dans la fantasy, en général, les mythes géants, les mythes des géants, enfin ces créatures-là sont rarement du bon côté, enfin du bon côté quand même. Ce sont des démons, ce sont des créatures extraordinaires qui sont comme assez peu du côté des humains. Steven. Well, yeah, if you want to pick size, but I have I mean, the Malazan novels that I'm writing in, the giants are as varied as human cultures. So I don't really see any kind of automatic adversary kind of relationship with humans. They're simply a different species. But I think, if you go back to some readings of Gilgamesh, for example, Enkidu is often viewed as sort of the giant beast-like corollary to Gilgamesh. And there may be some kind of chthonic thing going on there between the wildness of the forest dwellers or whatever as giants, as opposed to the ones who started growing crops and all the rest, because your diet changes very quickly. And so I think, and at the same time, as an archaeologist, there are sites that have been excavated where we're looking at some fairly large individuals. And so I guess it all comes down to sort of what kind of range you want to accept in terms of human variability. But that idea of the megafauna, I just want to get back to that, because the argument in North America, of course, there's multiple arguments, but it's basically that the Clovis hunters, with their techniques, came in and took out most of the megafauna. It doesn't stand as an argument if you then look at Northern Europe or Asia, for example, because the mammoths coexisted with humans or hominids anyways for quite a long time. So there's probably climate change is probably more responsible for the megafauna die-off than anything else. But in terms of fantasy, well, I mean, yeah, I don't know why I created giants. It was just fun to do. They just seemed like something that would be interesting to interact with in terms of individuals and all the rest. Because if you think in terms of hunter-gatherers, they aren't afraid of megafauna. They often target megafauna. And even to this day, that idea of the large animal is not quite as, I think, intimidating as we think of it now. I think it was a very different relationship back then. So I don't know. Yeah. Et donc aussi, pareil, dans la science-fiction, j'en pensais à ça, les extraterrestres ont rarement la même taille que nous. C'est-à-dire qu'en fonction de la vision dont on a, ce sont de petits hommes verts. Donc dans ce cas, c'est nous, les géants, par rapport à eux, ou ce sont en effet des créatures plus grandes. Dans beaucoup de films de science-fiction, les extraterrestres sont 2 mètres 20, 2 mètres 30, tout maigres, avec 3 doigts, enfin voilà. Est-ce que vous pensez aussi que ce rapport à la taille, finalement, est plus quelque chose en nous, finalement? Est-ce que ça démontre quelque chose chez l'humain sur son rapport à la taille par rapport à son environnement?